Bienvenue à cette 8e émission du cours Montréal en évolution, au cours de laquelle nous aborderons l'étude de l'architecture commerciale à Montréal à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais avant d'aborder la matière de cette émission, je vais revenir, selon notre bonne habitude, sur certains points qu'il faudrait retenir de l'émission précédente. On a vu que l'architecture victorienne puise dans l'architecture du passé et une des premières expressions à Montréal sera le style néoclassique. Ainsi, plusieurs édifices publics vont s'inspirer d'un classicisme romantique, donc ça veut dire une renaissance de l'architecture grecque et romaine antique. On peut citer 3 exemples à Montréal, le marché Bon Secours, le vieux palais de justice et la Banque de Montréal sur la place d'Armes. Parmi les autres expressions, retenons l'hôtel Resco, le premier bureau de poste et le grand séminaire. Dans l'ensemble, la tradition néoclassique est une tradition vigoureuse au Canada et Montréal fera bonne figure. Mais l'expression peut-être la plus populaire sera l'expression néo-gothique. Ce sera d'ailleurs la première expression nationale et ce n'est pas pour rien que le Parlement du Canada à Ottawa sera de style néo-gothique. Donc, après la construction de Notre-Dame, on aura l'église Saint-Patrick et l'église cathédrale Christ Church qui s'inspirera, elle, d'un gothique anglais du 14e siècle. Il y a de nombreux exemples d'églises néo-gothiques à Montréal et ça va déborder largement sur le 20e siècle. Nous avons parlé de l'importance de Victor Bourchot, qui sera l'architecte le plus important au 19e siècle avec John Hostel. Rappelez-vous de son église néogothique de Saint-Pierre-Apôtre et de ses couvents, le couvent des Sœurs Grises avec sa chapelle en néo-roman et l'Hôtel-Dieu qui sera une expression, du moins la chapelle, entre la Renaissance et le baroque. D'ailleurs, sous l'influence de Monseigneur Bourget, il va y avoir des expressions de plus en plus néo-renaissance et baroque dans les architectures catholiques, ne serait-ce que pour se démarquer du style néogothique qui était aussi utilisé par les protestants. Et on a vu l'influence de Monseigneur Bourget sous la construction du Jésus. Il voulait que cette église soit un modèle de l'église du Jésus de Rome et surtout sur la cathédrale Marie-Reine du Monde parce qu'il voulait qu'elle soit, ce qu'elle est d'ailleurs, une copie de la basilique de Saint-Pierre de Rome. On a parlé des styles Second Empire et des styles Beaux-Arts. Les caractéristiques des styles Second Empire, du style Second Empire, ça veut dire quoi? Ça veut dire une synthèse de la Renaissance et du classicisme français. Et l'Hôtel de Ville de Montréal est un bon exemple de ce style. Parmi les autres exemples, l'Hôtel des Postes, malheureusement démoli, l'Hôtel Windsor aussi démoli, la Banque Molson et beaucoup d'autres exemples. Le style Beaux-Arts, lui, bon, il prenait racine dans les principes énoncés par la fameuse école d'architecture des Beaux-Arts de Paris. Ces principes disaient que l'architecture devait toujours s'inspirer de l'architecture historique, mais en l'améliorant avec les ressources du présent. C'est une architecture qui porte une grande importance sur la composition architecturale, sur le parti architectural, sur la recherche de la symétrie, sur la qualité des proportions et des détails. Encore là, il y a de bons exemples à Montréal. Parmi ceux-ci, il y a la Bibliothèque municipale et la Bibliothèque nationale, l'église Sainte-Cunégonde de M. Omer Marchand, la maison mère des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, du même architecte, l'ancienne école des HEC, l'hôtel Ritz-Carlton, le marché et les bains publics de la ville de Maisonneuve et enfin l'édifice de la Sonnette. On a traité aussi d'une version qu'on peut dire antiquisante du style Beaux-Arts. On appelle ça le renouveau classique. C'est une architecture qui revient d'une façon très fidèle à l'architecture grecque et romaine. On cherche une sobriété, une austérité de façon à faire ressortir la grandeur de cette architecture antique. À Montréal, parmi les exemples, retenez l'ancienne bourse dans le Vieux-Montréal, le musée des Beaux-Arts avec son portique avec colonne ionique, le temple maçonnique, surtout le palais de justice de Cormier et l'agrandissement de la Banque de Montréal par la firme américaine McKim, Mead & White. Enfin, on a traité de l'influence de 2 architectes importants, un Britannique et un Américain. L'Américain, c'est Henry Hobson Richardson, qui va développer un style personnel qui s'inspire du roman, mais qui met en valeur à la fois le système de la construction et la valeur des matériaux. Un exemple fameux à Montréal, c'est la gare Windsor, qui est faite d'ailleurs par un disciple de M. Richardson, l'architecte Bruce Price, et parmi les autres exemples importants, l'église Erskine and American United Church,
la bibliothèque Redpath sur le campus McGill. M. Shaw, Norman Shaw, est un architecte à succès, c'est un Britannique, et qui mélange d'une façon assez pittoresque et assez heureuse les styles anglais du XVIIe siècle, les styles William and Mary et les styles Queen Anne, et ça donne de beaux bâtiments comme le McDonald Engineering Building sur le campus McGill, et pas tellement loin, sur la rue Sherbrooke, le Royal Victoria College. Rappelez-vous du Student Union Hall, qui est intégré aujourd'hui au musée McCall, et du quartier général des services d'incendie sur la place Duville à Montréal. Donc, à retenir dans cette architecture publique et religieuse, une grande variété de styles historiques, parce que c'est une architecture qui cherche avant tout le symbole. Aujourd'hui, nous allons aborder l'étude de l'architecture commerciale. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'est une architecture qui se distingue suffisamment pour qu'on lui consacre une émission entière. On a vu que l'agglomération pré-industrielle est une ville relativement homogène. Ça veut dire que dans la plupart des cas, le lieu de résidence n'est pas dissocié du lieu de travail. Ces fonctions logeaient dans des bâtiments dont les murs en périphérie étaient porteurs à maçonnerie, comme à l'intérieur, il y avait aussi des murs porteurs. Et la présence des murs porteurs à l'intérieur conditionnait évidemment l'espace disponible, du moins l'utilisation de l'espace disponible. L'édifice Benoît, qui est situé à l'angle des rues Saint-Pierre et Saint-Paul dans le Vieux-Montréal, présente un premier stade d'évolution vers une architecture commerciale originale. On remarque que l'édifice est divisé verticalement entre des étages résidentiels, le premier et le deuxième, et le rez-de-chaussée qui est commercial. Mais tandis que les murs des étages résidentiels sont des murs porteurs à maçonnerie, au niveau du rez-de-chaussée, c'est une structure de pilastres toscans qui soutiennent un entablement, ce qui permet d'évider les murs pour avoir des surfaces vitrées et d'éclairer d'une façon convenable l'intérieur. Par l'équilibre en façade entre les pleins et les vides et par la présence de ces piliers toscans, on peut constater qu'il s'agit d'un bâtiment d'une facture néoclassique. On observe également que la pierre de taille, qui devient de plus en plus disponible avec l'arrivée des Britanniques, qui importent à la fois les techniques et l'outillage, cette pierre de taille remplace graduellement la maçonnerie en moellon qui était courante sous le régime français. Il reste encore dans le Vieux-Montréal quelques exemples semblables à l'édifice Benoît. Prenons le cas du 161-163 de la rue Saint-Paul-Est. Non seulement il ressemble à l'édifice Benoît, mais il ressemble à une résidence de l'Ancien Régime. Remarquez les murs coupe-feu, les toits à deux versants, les lucarnes. Il s'en distingue cependant par sa façade en pierre de taille, mais surtout par ce rez-de-chaussée dégagé par un entablement, lequel entablement est soutenu par des colonnes. Alors, des édifices comme celui-ci ou comme l'édifice Benoît avaient normalement deux étages et demi. Ils étaient construits parallèles à la voie publique et dégageaient à l'arrière une cour. Mais avec le développement rapide des activités commerciales et industrielles, les édifices vont être forcés à occuper toute la profondeur des terrains et à monter en hauteur, du moins une hauteur maximale que les gens voulaient bien accepter de monter par escalier. Et un bon exemple est l'édifice Urquhart. 6 ans à peine après la construction de l'édifice Benoît, l'immeuble Urquhart, situé au 434 de la rue Saint-Pierre, et construit en 1855 par l'architecte John Brown, présente déjà les principales qualités de cette architecture commerciale de squelettes de pierre, appelée aussi architecture proto-rationaliste. À l'origine, l'édifice Urquhart n'a pas de logement, contrairement à l'édifice Benoît. Tout l'immeuble est réservé au commerce. La façade que vous voyez derrière moi est constituée de 5 piliers toscans qui font la hauteur des 4 étages du bâtiment et viennent soutenir une corniche qui s'avance sous la rue. Tout le reste est en verre, à l'exception des membrures qui soulignent les planchers. Alors, à l'origine, elle loge des magasins de spécialités européennes. Et on peut soupçonner que pour les marchands, la présence des grandes baies vitrées était intéressante parce que ça éclairait l'intérieur du bâtiment. Alors aujourd'hui, on croit que l'architecture de verre est une invention, une création contemporaine. Un siècle avant que l'architecture de verre ou l'architecture moderne se répande à Montréal, cette architecture de squelettes de pierre ou proto-rationaliste en possédait déjà les principales qualités, dans le sens qu'elle assurait une abondance d'éclairage naturel
à l'intérieur des bâtiments commerciaux. L'architecture de squelettes de pierre ou poteaux-rationalistes présente un système de construction de poutres et poteaux à tous les étages et en façade une ossature de pierre avec un remplissage de verre. Un très bon exemple est l'édifice Ramsay, situé au 417 de la rue des Récollets. Cet édifice existe toujours. Il a été construit en 1858 pour M. Ramsay, qui était un marchand en peinture, en huile, en vitre, donc des matériaux qui prenaient beaucoup d'espace. Au début, l'édifice a 4 étages, mais sur la photo de Notman que vous voyez à l'écran et qui a été prise en 1868, l'édifice a 6 étages. Remarquez la simplicité de la façade, de ses bonnes proportions, et on voit que l'ajout des étages n'a pas du tout infirmé la qualité architecturale de la façade. Alors, il y a des édifices semblables, exemple le 130 de la rue Saint-Paul-Est, qui présente aussi 4 étages, et sa façade est presque identique à celle du Ramsay. Le 24 de la rue Saint-Paul-Est présente aussi 4 étages, et sa façade, dans ce cas-là, est plus épurée, on dirait qu'elle est presque minimaliste. Donc, retenez qu'à l'intérieur, c'est un plan libre qui dégage beaucoup les espaces grâce à la structure de poutres et poteaux, et le fait que cette structure s'exprime en façade dans ces squelettes de pierre évoque l'architecture fonctionnaliste qui va devenir à la mode avec le mouvement moderne. Et on peut dire que ce type d'architecture commerciale constitue un prototype des édifices à bureaux que nous connaissons aujourd'hui. Quelle est la valeur de cette architecture de squelettes de pierre ou poteaux rationalistes? Disons que c'est une réponse spontanée, logique et économique à des fonctions commerciales et industrielles totalement nouvelles. Avant, pour les échanges locaux ou pour la production artisanale, les rez-de-chaussée des maisons traditionnelles étaient des lieux adéquats. Mais avec les échanges qui deviennent à grande échelle, avec le commerce en gros, entre autres, avec la division et la coopération du travail, avec la mécanisation de la production, les espaces doivent présenter un minimum d'obstruction et devenir polyvalents, justement pour loger ce commerce en gros, pour pouvoir servir d'entrepôt, pour pouvoir accueillir des manufactures de confection de vêtements, de meubles ou autres produits, pour accueillir les fonctions administratives qui deviennent de plus en plus importantes. Donc, la solution du plan libre s'impose et le système de colonnes et poteaux est parfait pour ça parce qu'il laisse l'espace disponible. Et les façades de verre s'imposent aussi pour assurer l'éclairage jusqu'à l'intérieur de ces grands bâtiments. Prenons des exemples d'intérieur. Celui de la bijouterie Savage & Lyman. Le bâtiment existe toujours. Il est au 384 de la rue Saint-Jacques, mais il a été transformé d'une très mauvaise façon. Nous avons une gravure de 1875 qui montre bien cet intérieur, qui est très dégagé et qui se prêtait fort bien à ce type de commerce. Un autre exemple, le restaurant Merchant Exchange, qui se trouvait sous la rue de l'Hôpital et qui a disparu depuis. Nous avons une gravure de 1874 pour nous montrer cet intérieur. Remarquez le sentiment d'espace, à quel point il y a de l'espace dans ce type de bâtiment. Un dernier exemple, les grandes salles d'encan de M. Henry J. Shaw, qui se trouvait sous la rue Craig, qui s'appelle aujourd'hui la rue Saint-Antoine. Encore là, une gravure de 1875. Alors, vous voyez bien que ce type de commerce, qui était relativement nouveau, pouvait profiter de très grands espaces grâce à ce type d'architecture commerciale. Maintenant, on voit que c'est une architecture qui s'adapte. Est-ce qu'elle mérite le nom de vernaculaire? Rappelez-vous, on a donné ce titre de vernaculaire à la maison bretonne qui est venue ici transformer en maison québécoise en disant voici une architecture vernaculaire qui se transforme, dont une architecture du pays. Mais il faut retenir que cette architecture domestique remontait, disons, dans des transitions ancestrales jusqu'au début du Moyen Âge. Et elle a fait l'objet d'une très lente intégration des savoir-faire dans la culture. Et cette culture de construire a été transmise de génération en génération. Dans le cas de l'architecture des squelettes de pierre, c'est une adaptation qui n'est pas lente, qui est presque spontanée et qui est due à une convergence de plusieurs facteurs à un moment donné. Surtout les facteurs de la production industrielle qui permet de produire avec toujours plus ou moins la même qualité des poutres et des colonnes, qu'elles soient en bois, en pierre et en fonte, et qui permet de produire du verre parce que pour une des premières fois, le verre devient un produit relativement bon marché et qu'on peut vraiment utiliser
utilisés. Donc, il ne s'agit pas de savoir-faire qui sont transmis de père en fils ou de génération en génération, mais de solutions qui sont copiées presque d'un bâtiment à l'autre. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler dans ce cas ici d'une architecture vernaculaire, bien que c'est une architecture qui s'adapte, mais qu'un meilleur thème serait tout simplement de parler d'une architecture industrielle. Quelle est l'origine de cette architecture? Probablement, selon moi et certains auteurs, elle provient de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. On sait que l'architecture de structure de poutres et poteaux pour l'architecture commerciale apparaît en Grande-Bretagne, et ça dès la première moitié du 19e siècle. Mais encore là, les façades restent traditionnelles et sont des murs portants. Selon l'historien d'architecture Henry Russell Hitchcock, c'est à Boston qu'il faut chercher les premiers exemples, notamment au Quincy Market, qui est construit en 1824 par l'architecte Alexander Paris, et remarqué cette apparition du squelette de pierre dans ce bâtiment du Quincy Market. On sait qu'en 1824, il y a des exemples d'architecture de squelette de pierre à Providence. Et par la suite, il y en a de nombreux exemples à Philadelphie, à New York et dans les autres villes industrielles de la côte est américaine quelques décennies plus tard. Ça se comprend que cette architecture soit apparue avant Montréal, donc à la côte est américaine, tout simplement parce que ces villes-là se sont industrialisées avant Montréal. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'architecture de squelette de pierre est très bien adaptée aux conditions montréalaises. Pourquoi? Parce que ce type de bâtiment est construit dans les rues denses, comme les rues Saint-Paul, les rues Notre-Dame, les rues Saint-Pierre, sur des terrains qui sont étroits, mais qui sont très profonds. La plupart des terrains atteignaient des profondeurs de 30 mètres. Donc, ça prenait, disons, beaucoup de verre pour pouvoir voir jusqu'à l'intérieur, laisser pénétrer la lumière jusqu'à l'intérieur. On peut dire aussi que l'architecture de squelette de pierre va précéder l'architecture de squelette de fer, la construction là, en fer, et va annoncer le procédé de préfabrication des éléments. Et à Montréal, on va même voir la présence d'éléments de fonte combinés avec les éléments de pierre. Maintenant, il faut reconnaître que l'utilisation de la fonte va être plus fréquente aux États-Unis, surtout durant la période de 1850 à 1880. Un bon exemple, c'est le centre des affaires de Saint-Louis. À Montréal, la fonte sera beaucoup plus rare. Le plus souvent, comme je viens de le dire, ce sera une combinaison de colonnes de fonte et de poutres de pierre. Pour quelle raison? Est-ce que parce que la fonte était chère, dans le sens où on sait que Montréal n'avait pas de fer? Est-ce qu'on craignait le feu? Parce que la fonte était vulnérable, évidemment, au feu. À mon avis, c'est tout simplement parce que Montréal avait une abondance de pierre et que le matériau était accessible, ce qui n'était pas le cas des villes aux États-Unis. Maintenant, ce qui est important de reconnaître aussi dans cette architecture de squelette de pierre, c'est que ce n'est pas uniquement une innovation technologique bête, là. C'est une recherche aussi esthétique, dans le sens qu'on voit qu'on recherche là une composition architecturale, des bonnes proportions, de l'échelle dans ces bâtiments-là. Contrairement aux édifices modernes, dont tous les étages sont identiques et qui apparaissent comme des machines à production, des machines à faire des choses. Tandis que la façade de squelette de pierre est modulée d'une façon verticale. Ça veut dire que les hauteurs diminuent en montant vers le sommet des bâtiments, et le sommet est toujours marqué par une corniche qui arrête l'œil. Bon, un bon exemple, on vient d'en parler, l'édifice Urquhart et l'édifice Ramsay. Mais il y a beaucoup d'édifices qui ressemblent à l'édifice Urquhart dans le Vieux-Montréal. Prenez le cas du 408-410 de la rue Saint-Vincent, et là, on voit que les piliers là, verticaux dominent vraiment toute cette façade, et cette façade est complétée par une très belle corniche. La même chose au 138 de la rue Saint-Paul-Est. Le rez-de-chaussée est traité dans ce cas ici comme une colonnade. Et enfin, le 430 de la rue Sainte-Hélène, là, vraiment, vous avez un très bel édifice qui est très élancé. Dans le cas du 92 et du 120 Saint-Paul-Est, on voit que ce n'est plus les verticales qui dominent, mais les membrures horizontales. Par contre, on reconnaît là qu'il y a une même modulation des hauteurs des étages, et remarquez cette splendide corniche. Il y a dans le Vieux-Montréal une succession de plusieurs édifices collés les uns aux autres qui sont semblables. Entre autres, ceux situés au 209, 215 de la rue Saint-Paul-Ouest. On voit là que les piliers verticaux dominent encore cette succession d'édifices et que la corniche est très présente.
Le cas le plus intéressant de succession d'édifices de squelettes de pierre dans le Vieux-Montréal est sans doute le cathédral bloc, ces bâtiments situés du 7 au 39 de la rue Notre-Dame-Ouest. Pourquoi appelle-t-on ces bâtiments cathédral bloc? Tout simplement parce qu'ils sont construits sur les terrains d'une ancienne cathédrale Christchurch, la première cathédrale Christchurch de Montréal qui a été incendiée, comme vous le savez, le 10 décembre 1856. Il s'agit de 8 bâtiments mitoyens avec structure de poutres et poteaux à l'intérieur, présentant 3 étages à l'origine et par la suite, on a rajouté des étages. Ils ont été conçus comme un centre commercial et cela dès 1859. Les architectes sont Michel Laurent et William Spire et on voit que les membrures horizontales dominent ces bâtiments et à l'origine, il y avait une corniche qui faisait l'unité de tous ces bâtiments. Donc, il faut retenir par rapport à ce bâtiment, ou ces bâtiments et les autres semblables, cette grande simplicité de construction à l'intérieur comme en façade à l'extérieur, mais les façades ne sont pas construites comme des façades mécaniques. Il y a des recherches esthétiques et c'est construit en fonction du plaisir de l'œil des passants et pour les intégrer dans le spectacle de la rue victorienne. Il est probable que l'architecture de squelettes de pierre dont nous venons de parler n'a pas été tellement appréciée à l'époque. Il s'agissait de constructions utilitaires sans prétention architecturale. D'ailleurs, la plupart de ces édifices n'avaient pas d'architecte, ils étaient construits par des entrepreneurs. Aujourd'hui, on les apprécie davantage parce qu'on reconnaît qu'ils constituent, ces squelettes de pierre, un chaînon dans l'évolution vers l'architecture fonctionnaliste. Mais au 19e siècle, les gens cherchaient avant tout des symboles et on va voir que plusieurs compagnies, plusieurs institutions financières vont rechercher des symboles dans l'architecture davantage académique. L'édifice connu comme le British Empire Building et qui était à l'origine l'Exchange Bank est typique de ce recours aux styles italiens. Il est situé sur la rue Notre-Dame, à l'angle de la rue Saint-François-Xavier. Il est aussi intéressant parce qu'il présente un type rare d'édifice de coin à Montréal avec l'entrée principale à la rencontre des deux façades. Il est construit en 1874 par l'architecte John William Hopkins. En façade, il présente une combinaison de fenêtres appartenant à la première Renaissance de Florence avec une superposition d'ordre classique. On peut reconnaître d'ailleurs les colonnades encastrées à la fois toscanes et corinthiennes. Cette superposition est davantage typique de l'architecture classique d'Europe. Enfin, on peut remarquer que l'édifice occupe vraiment sa place en volume et en prestance par rapport à ses voisins. C'est une façon de faire, d'aménager de la période victorienne qui constituait à ancrer vraiment des lots construits à partir des coins. Malheureusement, cette façon de faire va disparaître avec la période moderne. Un autre exemple de forme italienne, c'est Récollet-As. Il s'agit de 2 édifices situés à la tête de l'îlot formés par les rues Notre-Dame, Sainte-Hélène et des Récollets. Ce site était occupé avant, comme vous le savez, par l'église et le presbytère des Récollets. L'édifice, qui est situé sur la rue Sainte-Hélène, du côté de la rue des Récollets, a été construit en 1868 par l'architecte Cyrus P. Thomas. Cet édifice est typique du style néo-renaissance. Remarquez les arcades au rez-de-chaussée, les fenêtres qui sont couronnées par des frontons triangulaires ou arrondis, et surtout cette corniche proéminente avec des consoles très apparentes. En face de cet édifice, de l'autre côté de la rue Sainte-Hélène, il y a l'édifice Johnston, qui ressemble à l'édifice du Récollet-As dont nous venons de parler, sauf qu'il est plus sobre. Il est construit la même année, en 1868, par l'architecte Alexander Hutchison. On a rajouté un étage vers 1880. Autre exemple des styles italiens, la Quincaillerie Frottingham et Walkman au 157 de la rue Saint-Paul-Ouest, érigée en 1871 par George Brown, le même architecte qui a fait la banque Molston en style Second Empire. Dans ce cas ici, c'est un style néo-renaissance où on fait appel à de la pierre qu'on appelle à bossage, avec des textures variées, mais ce n'est qu'un décor parce qu'on retrouve derrière ce décor l'expression du squelette de pierre. Et l'intérieur, c'est le plan libre avec structure de poutres et de poteaux.
Ce type d'architecture va amener une espèce de recherche d'effets visuels et à l'occasion, ça va surcharger les façades. Un exemple, l'édifice Boyer au 3842 de la rue Notre-Dame-Ouest, qui est construit en 1870. On ne connaît pas l'identité de l'architecte. Remarquez les multiples éléments de décoration de cette façade, dont des colonnes qui font la hauteur de 3 étages. On voit une approche semblable dans un édifice voisin, l'édifice Merrill, au 60 Notre-Dame-Ouest, construit en 1866 par l'architecte T. Farland. La composition dans la façade ici est plus élégante et davantage unifiée que la composition de la façade de l'édifice Boyer. Il faut retenir la délicatesse des arcades. Mais en tout et pour tout, la palme dans la recherche des effets visuels se trouve davantage dans l'édifice Caverhill. La quête de prestige dans l'architecture commerciale se traduira à l'occasion par une surcharge ornementale presque débridée. C'est le cas de cet édifice appelé Caverhill, situé au 451-457 de la rue Saint-Pierre. C'est l'œuvre en 1865-66 de 2 frères architectes, Cyrus Paul et William Tutton Thomas. On peut reconnaître par la symétrie d'ensemble, la superposition des ordres et le couronnement triangulaire ou encore séculaire de plusieurs ouvertures, les traits de l'architecture néo-renaissance. Il est manifeste que la façade a été inspirée par les façades des palais vénitiens de la période baroque, qui étaient reconnus par la richesse de leur ornementation. Mais dans ce cas ici, il s'agit surtout d'une architecture maniérée qui reflète cette recherche abusive de pittoresque qui viendra malheureusement à trop caractériser l'architecture victorienne. Dans l'ensemble, cette architecture de forme italienne traduit la présomption, la vigueur, l'imagination, la créativité de cet âge d'or du capitalisme. On sent bien l'essence de cette période dynamique de la fin du 19e siècle à Montréal sur la rue Sainte-Hélène. Cette rue Sainte-Hélène présente une unité dans l'alignement, dans les hauteurs et dans le caractère, pour la simple raison qu'elle a été construite d'un seul coup sur un terrain relativement libre qui était le terrain du couvent des Récollets. Cette rue donne bien le pouls de la cité commerciale, de cette cité dynamique là, très besogneuse. Et se tenir au coin des rues Sainte-Hélène et des Récollets, c'est se retrouver encore aujourd'hui au cœur de la ville commerciale victorienne. Et ce cœur a très peu de rivales sur le continent, parce que dans la plupart des villes canadiennes et américaines, cet héritage d'architecture commerciale du 19e siècle a disparu tout simplement parce qu'on ne lui donnait pas le nom d'architecture. De toute la production d'architecture commerciale de la période victorienne, ce sont les entrepôts des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, connus aujourd'hui sous le vocable de Cours-le-Royer, qui apparaissent comme l'œuvre la mieux réussie. Ces entrepôts sont situés dans le Vieux-Montréal, à l'endroit où se trouvait auparavant le premier Hôtel-Dieu et ses jardins. Cet endroit correspond aujourd'hui à un secteur urbain délimité par la rue Saint-Paul au sud, la rue Saint-Sulpice à l'ouest, de Bressol au nord et Saint-Dizier à l'est. On sait que l'Hôtel-Dieu va déménager sur l'avenue des Pins au début des années 1860. Ce complexe d'entrepôts fut réalisé en plusieurs phases. Un premier bloc, à ma gauche, situé entre la rue Saint-Paul et la rue Le-Royer, est construit en 1861 par l'architecte Victor Bourgeot. Il comprend 10 magasins entrepôts et, d'un point de vue architectural, c'est le bloc le mieux réussi. Heureusement, il va servir de modèle pour les autres. Un second bloc, à ma droite, qui comprend 11 magasins entrepôts, est construit 10 ans plus tard par l'architecte Michel Laurent. Et enfin, en 1873-74, les architectes Albert Ménard et Henri-Maurice Perrault vont réaliser 12 magasins entrepôts du côté nord de la rue de Bressol et du côté est de la rue Saint-Dizier. En 1979-1981, l'ensemble de ce complexe entrepôt est recyclé et rénové par les architectes Desnoyers, Mercure, Gagnon et Shepard. Aujourd'hui, ce sont des bureaux et des logements en copropriété. Unifié par une répétition d'arcades vigoureuses au rez-de-chaussée, le complexe possède un caractère monumental. En réalité, il s'agit d'une succession de plans rectangulaires séparés par des murs portants mitoyens à maçonnerie, lesquels sont disposés à toutes les 3 ou 4 baies de fenêtres. On peut identifier en façade ces murs portants mitoyens intérieurs grâce aux pilastres aux joints accentués qui montent jusqu'à la corniche du bâtiment.
Chaque plan rectangulaire possède en son centre une rangée de colonnes, lesquelles séparent la portée des poutres en deux parties égales entre les murs mitoyens. Par ses volumes puissants et ses lignes très géométriques, par ses façades qui révèlent l'organisation structurale interne du complexe, enfin par son décor réduit au minimum, le cours Le Royer constitue une architecture rationnelle qui résume pour l'essentiel les principes architectoniques qui, à la fin du siècle, feront l'originalité et la vigueur de l'école de Chicago. Cette architecture anticipe donc l'architecture moderne du 20e siècle. Mais alors que l'architecture moderne des entrepôts est très souvent médiocre et très souvent ennuyante comme la pluie, l'architecture des entrepôts des religieuses hospitalières de Saint-Joseph possède de véritables qualités architecturales et une majesté bien réelle. Elle se marie très bien également avec les bâtiments environnants et contribue fortement au caractère particulier urbain du Vieux-Montréal. Un autre exemple de magasin entrepôt, il s'agit de celui des magasins entrepôts des Sœurs Grises. Il s'agit d'un alignement construit sur la rue Saint-Pierre entre la place Duville et la rue de la Commune. Ces magasins entrepôts occupent une partie de l'emplacement de l'ancien hôpital général des Sœurs Grises, dont nous avons parlé au cours de l'émission numéro 4. On sait que les bonnes religieuses ont déménagé à partir de 1870 vers le boulevard de Chester, qu'on appelle aujourd'hui René Lévesque, précisément dans ce couvent construit par Victor Bourgeot et dont nous avons parlé au cours de l'émission précédente. Ces alignements sont construits en 1871-75 par l'architecte Michel Laurent. Il est évident que Michel Laurent s'inspire des magasins entrepôts des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph qui ont été construits, du moins le premier bloc, une décennie plus tôt, d'autant plus qu'à la même période, il construit lui-même un bloc sur la rue Le Royer pour le compte des Sœurs hospitalières. Il s'inspire des mêmes principes de bâtiments bâtis avec des murs mitoyens et avec des plans libres à l'intérieur, et on retrouve la même expression architecturale de ces bâtiments et surtout une grande unité assurée grâce à la succession des arcades au rez-de-chaussée. L'ensemble de ces bâtiments ont été restaurés. D'abord, l'ensemble du côté est de la rue Saint-Pierre, qu'on appelle les cours de Calière, ont été restaurés en 1980-82 par l'architecte Émile Lézilly, tandis que l'ensemble du côté ouest, c'est-à-dire le bloc qui se trouve à l'angle de la place Duville, a été restauré en 1980 par les architectes Desnoyers, Mercure et Moshe Sadi. Ce coin s'appelle le cours Saint-Pierre. On voit bien par ces bâtiments que l'intérêt que nous portons à l'architecture commerciale est relativement récent parce que cet ensemble de la rue Saint-Pierre a été menacé de démolition dans les années 1975 pour reconstruire l'hôpital des Sœurs Grises qui, comme vous le savez, avait été incendié. Les bonnes religieuses avaient même obtenu l'accord du ministère des Affaires culturelles pour détruire ces magasins entrepôts. On se rend bien compte aujourd'hui que cette destruction aurait été une perte irremplaçable pour le Vieux-Montréal, tandis que la reconstruction de l'hôpital général aurait été une erreur du genre de celle de la place Royale, parce qu'il est très difficile de faire revivre des bâtiments qui ont déjà été détruits. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la hauteur maximale des édifices à Montréal était de 4 ou de 5 étages, parfois 6 étages. Cette hauteur maximale correspondait à la hauteur maximale que les gens voulaient bien monter à pied par escalier dans un bâtiment. Remarquez que l'ascenseur, sous sa forme première, d'une plateforme soutenue par un câble, était connu depuis longtemps, sauf qu'à l'époque, les câbles n'étaient pas en acier, ils étaient en chanvre et le câble avait tendance à briser, ce qui était donc pas sécuritaire, parce que la cage, à ce moment-là, la plateforme tombait. Ce que M. Elisha Graves Otis va apporter en 1853 à New York, c'est un ascenseur sécuritaire en mettant au point un frein qui faisait que lorsque le câble brisait, la cage ne descendait pas, ne tombait pas. Et le premier ascenseur sécuritaire fut installé à New York en 1857. Ça va être le début des édifices en hauteur, autant à New York que dans les autres villes. Il ne faut pas oublier que l'ascenseur constitue un des systèmes de transport collectif les plus utilisés au monde maintenant.
Ce progrès technique, technologique dans les transports verticaux ne sera pas suivi de progrès esthétiques dans les bâtiments en hauteur. Et un exemple, c'est le premier gratte-ciel de Montréal, l'édifice de la New York Life Insurance Company, situé à l'angle sud-est des rues Saint-Jacques et Place d'Armes. Aujourd'hui, ce bâtiment loge les bureaux de la fiducie du Québec. On l'appelle un gratte-ciel, remarquez bien, il n'avait que 8 étages, mais pour l'époque, c'était quand même l'édifice le plus élevé. Il est érigé en 1887-89 par les architectes Babe, Cook and Willard de New York. C'est une firme d'architectes très importante durant cette période. On remarque que le bâtiment demeure conservateur d'un point de vue technique parce que ses murs à l'extérieur sont des murs porteurs d'1 mètre d'épaisseur à la base et 80 cm aux étages. Les structures du plancher et du toit sont en acier. L'expression architecturale ne rend pas encore la verticalité. On a l'impression d'avoir un bâtiment sandwich, ça veut dire qu'il y a une empilade de 3 sections. La section de l'entrée, marquée par cette grande entrée sur 2 étages, cintrée, la section du milieu et enfin le sommet avec l'arcade et la tourelle. Évidemment, ces ouvertures cintrées néo-romanes vous rappellent l'influence de Richardson et remarquez la qualité des matériaux. Il s'agit d'un grès rouge qui a été importé spécialement d'Écosse pour construire ce bâtiment. La deuxième génération de gratte-ciel va développer une esthétique propre au bâtiment en hauteur, soit le modèle de la colonne, ça veut dire un bâtiment qui a une base, un fût et un chapiteau, ce sera le cas de la Banque Royale, ou soit encore la forme de l'escalier ou de la pyramide, c'est le cas de l'édifice Aldred. L'influence d'un règlement de New York va marquer partout en Amérique les gratte-ciels en pyramide. En effet, en 1916, sur Broadway, sur un territoire d'à peu près un terrain d'un acre, on va édifier un édifice qui s'appelle l'Equitable. Il s'agissait d'un édifice très massif, 40 étages, qui occupait presque 100% de son terrain. Le grand problème que ça représentait, c'est que l'édifice jetait une ombre portée sur 4 rues avoisinantes. Et les voisins vont venir se plaindre en disant, écoutez, ils nous bloquent le soleil et vont obtenir à l'époque une réduction de taxes foncières. Et c'est là qu'à New York, on va développer un règlement de construction basé sur la largeur des rues et qui voulait amener des retraits dans les bâtiments de façon à permettre au soleil de pénétrer à l'intérieur des rues. Et cette mesure va être responsable pendant un demi-siècle de la forme pyramidale des édifices en hauteur, autant à New York que dans les autres villes. À Montréal, au début, la question ne se pose pas parce que jusqu'en 1927, il y a un règlement qui limite la hauteur des édifices à 10 étages. Mais après 1927, on adopte simplement un règlement très semblable à celui de New York qui réclame des retraits de façon à permettre au soleil d'éclairer les rues ou les places publiques. Et l'exemple le plus remarquable à Montréal de cette période, c'est l'édifice Aldred sur la place d'Armes, qui est adjacent d'ailleurs à celui de New York Life Insurance Company dont on vient de parler. Il s'agit d'une tour qui a 4 côtés en retrait. Et remarquez, malgré ses 23 étages, il s'agit d'un bâtiment qui est très bien inséré sur la place d'Armes et qui n'écrase pas du tout la basilique Notre-Dame qui est tout près. Le gratte-ciel est construit en 1929-1931 par les architectes Barrott et Blackadder pour la Shawinigan Water and Power Company, c'est un ancêtre de notre Hydro-Québec. Son style, c'est un style art déco, le style des années 1920-1930, qui met l'accent sur les lignes et la décoration géométrique. Et une autre caractéristique de ce style, c'est l'utilisation des matériaux prestigieux. Si vous entrez dans les halls ou dans le hall de ce bâtiment-là, vous allez trouver des intérieurs avec des marbres de couleurs variées. Remarquez les portes des ascenseurs qui sont en bronze incrustés de métal blanc. Donc, la verticalité est très présente dans ce bâtiment-là grâce à la succession très serrée des lignes là, qui partent de la base et qui montent tous les 23 étages. Et les retraits, la forme pyramidale, accentuent l'échelle du bâtiment. C'est un bâtiment qui paraît beaucoup plus élevé qu'il l'est en réalité. Possédant le même nombre d'étages que l'Aldred et construit d'ailleurs durant les mêmes années, à savoir en 1927-1928,
l'édifice de la Banque Royale sur la rue Saint-Jacques apparaît beaucoup plus impressionnant. Puissamment ancré sur un podium qui prend l'allure d'un palais florentin de la Renaissance fermé au regard du passant, la tour s'élance d'une seule volée. Elle est complétée par un édicule avec un toit pavillonnaire. Par la richesse et la splendeur de son décor, l'intérieur avec ses vastes salles, aux parements en pierre, aux plafonds voûtés, aux plafonds en caisson, apparaît aussi impressionnant que l'extérieur. Avec des gratte-ciels comme celui du Bell Téléphone ou de la Sonnelève, l'édifice de la Banque Royale apparaît comme un des gratte-ciels de style Beaux-Arts le mieux réussi au Canada. C'est l'œuvre d'une firme d'architectes new-yorkais spécialisée dans la conception d'édifices bancaires, Rioch et Sire. Réalisée juste à la veille de la Grande Crise, la Banque Royale sera le dernier grand immeuble à marquer de son opulence l'architecture du Vieux-Montréal. Ce sera d'ailleurs la dernière grande construction à avoir recours au style historique. Lorsque l'activité immobilière va reprendre après l'interlude de la crise et de la Seconde Guerre mondiale, l'architecture ne répondra plus aux mêmes objectifs d'identification au milieu et d'intégration. Comme nous allons le voir dans la dernière partie de ce cours, la nouvelle architecture va être une architecture despotique, narcissique, qui ne rendra des comptes qu'à elle-même. Construit en même temps que la Banque Royale, il y a un autre gratte-ciel important, celui du siège social de Bell Canada, érigé en 1927-1929 sur la côte du Beaver Hall et qui a constitué à cette époque le deuxième plus haut bâtiment au Canada après celui de la Banque Royale. Encore là, ce sont les architectes Baruch et Blackadder, les mêmes que ceux qui ont fait l'Aldred, qui construisent ce bâtiment. Le bâtiment présente des retraits en paliers là, qui respectaient le règlement de construction. Pour le reste, il est en style Beaux-Arts, comme nous l'avons dit, et il rappelle l'architecture de la Sonnelève. À l'époque, l'édifice Bell est le premier gratte-ciel avec la Sonnelève à être construit en dehors du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de son impact parce qu'il est entouré de gratte-ciel. Mais à l'époque, il était complètement seul dans un environnement de construction très, très basse et il a dû apparaître comme un phare. Un autre bâtiment marqué par ce règlement qui imposait des retraits, c'est le Dominion Square Building, construit en 1928-1929 par les architectes Ross et MacDonald. Maintenant, ce bâtiment-là s'impose pour d'autres raisons. D'abord, il était un des plus vastes édifices au Canada avec la Sonnelève lors de sa construction, mais surtout, il innovait dans le sens qu'il avait 5 niveaux souterrains de stationnement pour 600 voitures. Dès cette époque, on pensait au stationnement tout-terrain et au niveau du rez-de-chaussée, il y avait un mail commercial avec mezzanine accessible par des escaliers mobiles. Donc, c'est un des premiers bâtiments là, à présenter des fonctions relativement modernes que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, après cette période de tours sans retrait que vous connaissez, comme la place Ville-Marie, la tour du CAL, la Banque canadienne impériale de commerce, la tour de la Bourse, nous revenons à l'esthétique des formes pyramidales. On va prendre 2 exemples. D'abord, l'édifice qu'on a appelé au départ Lavalin, sur la rue La Gauchetière, qui se termine par un toit qu'on appelle pente à 2 eaux et qui présente bien une forme pyramidale, et surtout l'édifice des Coopérants. Derrière la cathédrale Christchurch, l'édifice pourra prendre même le style de la cathédrale. C'est un édifice qu'on peut dire qui est construit en style néogothique, mais très reconnaissable par ses oreilles de chat. Alors, dans ce cas-là, comme dans le cas des autres gratte-ciels qui ont une forme pyramidale, les gratte-ciels modernes, il s'agit d'une survivance d'une forme, la forme pour la forme. Ça n'a pas tellement à voir maintenant avec un règlement de construction comme au début du siècle. C'est beaucoup plus d'essayer de se rapprocher qu'on appelle d'un archétype de gratte-ciel. On pourra faire une comparaison avec les murs coupe-feu au début de la colonie. On a vu que les murs coupe-feu apparaissent dans la ville et par la suite, on les trouve dans la campagne alors qu'ils n'ont plus de fonction réelle. La même chose, à mon avis, se passe avec ces gratte-ciels. On les retrouve maintenant avec des formes pyramidales, avant tout pour des questions d'esthétique que pour des questions de règlement de construction. On ne saurait terminer cette période sur les gratte-ciels et l'architecture commerciale sans
parler de l'influence de l'école de Chicago. Qu'est-ce qu'on entend par l'école de Chicago? C'est toute une série d'innovations techniques dans le domaine de la construction en structure d'acier et de murs rideaux qui se fait à Chicago lorsque Chicago commence à reconstruire son quartier commercial qui avait été détruit, comme vous le savez, par le grand feu de 1871. Ce sont des architectes tels que Louis Sullivan, William le Baron Jenney, Daniel Burnham et Root qui construisent à l'époque des édifices à bureaux qui sont très, très en demande et qui développent un type d'édifice très caractéristique. On les reconnaît par de larges ouvertures vitrées, par des murs rideaux en parements de métal ou en terre cuite, par l'expression de la structure qui est dissociée du mur rideau. On se rend très bien compte qu'il y a une structure et un mur rideau, un mur protecteur, si vous voulez, et par des corniches qui débordent le bâtiment. Et on voit encore là l'influence de la Renaissance italienne. Il y a beaucoup, je ne dirais pas beaucoup, mais il y a de très bons exemples à Montréal. Entre autres, l'ancien magasin Ogilvy, situé au 1251 de la rue Sainte-Catherine-Ouest, construit par David Ogilvy, qui était le fils du fondateur du magasin, construit en 1896. L'influence de l'école de Chicago est évidente. Là. Remarquez cette structure qui est très apparente, ces larges baies vitrées et la corniche là, qui déborde le bâtiment. Le nouveau magasin Ogilvy's, qui est à côté, de l'autre côté de la rue de la Montagne, au 1307 Sainte-Catherine-Ouest, est construit encore par le fils Ogilvy's, David, en 1909-1910. Au début, il a 4 étages et par la suite, on va rajouter en 1929 un 5e étage. Il présente une structure un peu plus aérée, mais remarquez, elle est très apparente, elle fait une espèce d'arcade, les baies vitrées sont immenses et la corniche, malheureusement, a disparu. Ce magasin était le prototype des magasins de grande classe. Et à l'époque, de façon à se rendre agréable à la clientèle, on avait développé une salle de concert avec un orgue au 5e étage. C'est le Tudor Hall, qui a été restauré d'ailleurs récemment et que vous pouvez visiter. Un autre bon exemple de l'école de Chicago, c'est l'édifice Coronation au 1397 de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Il est construit en 1911 par les architectes McDowell et Anderson. Dans ce cas ici, le revêtement est en terre cuite, la structure encore est très apparente et la corniche est peut-être celle qui représente le mieux à Montréal l'école de Chicago. Enfin, un bâtiment qu'on ne peut pas manquer, Unity Building à l'angle sud-ouest de la rue de la Gauchetière et de la rue Saint-Alexandre. Il s'agit d'un bâtiment industriel qui logeait à l'époque comme aujourd'hui des manufactures, construit en 1912 par David G. Spence. Le caractère de l'école de Chicago est très, très évident. Remarquez ce remplissage de verre, le verre qui était fort important pour éclairer l'intérieur de ce bâtiment, cette corniche arrondie. Ce bâtiment rappelle certains traits d'édifices comme le Wainwright Building à Saint-Louis ou encore le Guarantee Building à Buffalo, qui ont été construits, ces édifices, par Henry Sullivan, qui était un des grands maîtres de l'école de Chicago. On ne saurait terminer décemment cette séance de cours portant sur l'architecture commerciale victorienne sans dire un mot des élévateurs à grains et du pont Victoria. Les élévateurs à grains qu'on a connus dans le Vieux-Montréal furent le résultat d'une stratégie d'une personne, M. Israël Tartre, qui était ministre des Travaux publics sous le gouvernement Laurier au début du 20e siècle. M. Tartre ambitionnait de faire du port de Montréal le port d'exportation par excellence des grains qui étaient produits dans l'Ouest. Il a très bien réussi et l'aménagement des quais que nous connaissons dans le Vieux-Montréal, les hangars et les élévateurs à grains, dont plusieurs malheureusement ont disparu, datent de cette période. Il s'agissait d'immenses structures. Par exemple, l'élévateur numéro 2, qui était face au marché Bon Secours, avait 140 mètres de long, 30 mètres de large et 60 mètres de haut, et avait une capacité totale de 2 662 000 boisseaux.
Il fut érigé en 1912 par les ingénieurs de la John S. Metcalfe Company. Il s'agissait d'une compagnie qui se déplaçait de ville en ville pour réaliser ce type d'élévateur. L'élévateur fut démoli pour accommoder l'esplanade que nous connaissons, laquelle fut aménagée à partir de 1983. Aujourd'hui, un peu comme si on regrettait le geste d'avoir démoli l'élévateur numéro 2, on s'efforce de mettre en évidence ces vestiges. Par ses formes géométriques, par ses équipements mécaniques de convoyeurs qui permettaient de charger le blé dans les bateaux, il s'agissait d'une architecture qui reflétait très bien sa fonction. Et pour cette raison, elle fut une inspiration pour l'architecture moderne. Le grand architecte Le Corbusier, qui fut possiblement celui qui a le plus travaillé pour développer l'architecture moderne, cette architecture qui disait que la forme doit suivre la fonction, avait dans un livre publié en 1925 et qui portait le titre de « Vers une architecture », inclus des photos de l'élévateur numéro 2 de Montréal. Il avait pris la précaution de découper la silhouette de l'élévateur pour qu'on ne connaisse pas la ville de Montréal, mais c'était bien notre élévateur qui servait de modèle à cette architecture moderne qu'on voulait développer. Il en reste un, le dernier, là, qui est existant à proximité du Vieux-Montréal. Il s'agit de l'élévateur numéro 5 à la pointe du Moulin et qui fut construit en 1903-1905 pour la Compagnie du Grand Tronc. Il en reste d'autres le long du canal de la Chine et dans l'est de Montréal qu'il faudrait conserver, du moins certains, pour conserver un témoignage de cette période. Le pont Victoria fut lui aussi construit pour le compte de la Compagnie du Grand Tronc. Il fut construit en 1854-1860 et la Compagnie du Grand Tronc a fait appel à un grand ingénieur anglais, Robert Stephenson, qui était le fils de George Stephenson. Si vous connaissez votre histoire, George Stephenson, ça c'est le père des chemins de fer en Angleterre. Donc on fait appel au fils comme consultant pour construire ce pont à Montréal. Pourquoi? Parce que M. Robert Stephenson avait construit un pont qu'on appelait le Britannia avec l'aide de l'architecte Francis Thompson en 1845-1850 et ce pont franchissait un détroit qui s'appelait de Menai Strait entre l'île Anglesey et le pays de Galles. Il s'agissait d'un site absolument dramatique entre les berges et le pont était révolutionnaire. Il s'agissait de 2 tubes d'acier. Les tubes d'acier étaient faits par des plaques de fer forgées, rivées les unes aux autres et renforcées par des poutres en I à la fois au plafond et au plancher des tubes. Et ces 2 tubes-là partaient de butées et traversaient le détroit soutenu par 3 piliers. La longueur entre les butées était 460 mètres et la hauteur des tubes au-dessus de l'eau était de 30 mètres. Le pont Victoria, lorsqu'il est construit, c'est le plus grand pont du monde et ça va attirer énormément d'idées, énormément d'intérêt parce qu'on disait Montréal construit la 8e merveille du monde. Et Stephenson va prendre le même principe structural que le pont Britannia, sauf que l'effet va être totalement différent et totalement désolant pour la bonne raison que le pont Victoria était très long. Avant ces transformations de 1897, là, ces transformations, c'est le pont qu'on connaît actuellement, il n'y avait qu'un seul tube au pont Victoria, et quand même un tube assez modeste, qui avait 5 mètres et demi par 7 mètres et demi, et ce tube se trouvait uniquement à 18 mètres au-dessus de l'eau. Il y avait 25 portées, donc ça veut dire qu'il y avait 24 piliers qui supportaient ce tube-là. Les portées étaient uniformes, sauf au centre où elle était un peu plus large. Et en tout, entre les butées, le pont avait plus de 2000 mètres de long. Donc, on n'avait pas du tout le même effet que le pont Britannia. Seuls les piliers en calcaire noir étaient adaptés dans le sens qu'ils ont des arêtes effilantes pour briser des glaces au printemps. Mais pour le reste, c'est un pont qui manquait de caractère et qui n'a créé que des déceptions. Et un monsieur de la Motte apparaît comme un très bon observateur de cette réalité. Disons-le tout de suite, cette merveille de l'art des ingénieurs impressionne plus vivement l'esprit que la vue, car la distance en réduit étrangement les gigantesques proportions. La longue ligne rigide de la galerie, les formes grêles et également rectilignes des arches vues de face lui donnent de loin l'humble apparence d'un pont de chevalet.
Devant ces immenses structures des élévateurs à grains et la longueur du pont Victoria, on ne peut s'empêcher de penser aux qualificatifs que Patrick Geddes et Lois Mumford vont donner à cette période. Ils vont l'appeler une période paléo-technique, parce que c'est une technique qui va vers le gigantisme, vers la conquête, vers la brutalité et qui est, dans le fond, très peu humaine. Ces élévateurs à grains, malgré leur forme très importante, ont quand même coupé Montréal du fleuve pendant un demi-siècle. Et ce fut d'ailleurs un dilemme que nous avons eu lorsqu'on a voulu les démolir. Est-ce qu'on se prive de ces formes ou s'on rouvre une fenêtre sur le fleuve? De même, le pont Victoria, qui traversait un des plus beaux fleuves du monde, il n'y a pas moyen de voir le fleuve à l'intérieur du tube. Il y a même un observateur qui a parlé d'une noirceur égyptienne dans le tube parce qu'il n'y avait pas d'ouverture, sauf une toute petite pour permettre à la fumée de se disperser. Et lorsqu'il fut inauguré le 25 août 1860 par le prince Albert-Édouard, le futur Édouard VII, le prince ainsi que les invités furent presque asphyxiés par la fumée.